Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue d'actualité. Alors, le programme aujourd'hui, il est chargé. Il est très chargé. Genre, il revient de la salle et il a l'ADN d'un cheval de course dans le cul. Au programme, de quoi on va parler? On va parler de Vincent Lapierre qui a été insulté de sale blanc pendant son micro-trottoir. On va voir un peu les ressorts intellectuels de ce sale blanc. Mais c'est pas du racisme. Hein. Non, c'est pas... Bah non, pas la bonne couleur. On parlera aussi de l'importation du conflit israélo-palestinien en France. Évidemment, on parlera d'une petite surprise que je vous ai réservée. C'est pour moi, pas de galère. Mais avant tout, je t'invite à liker, à partager et à t'abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le... Vous êtes sur la chaîne de Georges et vous regardez la seule et l'unique, il n'y en a pas d'autre, revue d'actualité. Ah, c'est parti. Toi, c'est important, important pour le référencement. N'hésite pas à t'abonner. Et avant de continuer la vidéo, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette même vidéo. Et c'est Atlas VPN. Dans le monde d'aujourd'hui, il faut se protéger. Quand on fait l'amour, mais surtout quand on navigue sur le web. Et c'est exactement ce que fait Atlas VPN. Par ailleurs, avec ce VPN, tu peux avoir accès à des séries exclusivement disponibles dans d'autres pays sur Netflix, Amazon, Disney+, et même des chaînes de télé internationales, habituellement inaccessibles. Si jamais tu veux regarder la BBC par exemple, peut-être que dans ma communauté, il y a des gens qui regardent la BBC. Regardez comme c'est simple. Vous vous connectez et vous choisissez le pays dans lequel vous voulez faire croire que vous êtes. Allez, on se met bien et on va se payer un voyage à New York. Et là, si je vais sur Netflix, par exemple, vous pouvez voir que des nouveaux films apparaissent sur le catalogue, comme Dune ou encore Le Loup de Wall Street, qui ne sont pas dans le catalogue français. Vous avez tout à gagner avec ce VPN. Lancé en 2019 par des pointures en cybersécurité et des ingénieurs high-tech, Atlas VPN a une mission claire, rendre le web plus accessible et plus sûr pour tous. Et il rigole pas. Avec déjà plus de 6 millions d'utilisateurs au compteur, il commence à se faire une place dans le milieu des VPN. Mais attention, c'est pas un VPN comme tous les autres. C'est carrément le meilleur deal du moment. Pour 1,83 € par mois, tu obtiens plus de 3 mois gratuits et une garantie de remboursement de 30 jours. Franchement, qui dit mieux? Atlas VPN va bien au-delà du simple déblocage de contenu. Tu peux naviguer sur Google en toute confidentialité, dire adieu aux pubs et aux logiciels malveillants et même faire des économies en ligne. Par exemple, pour des billets d'avion, les prix varient souvent selon le pays depuis lequel tu réserves. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'ai constaté. Et cerise sur le Mac Morning, une seule souscription te permet de protéger un nombre illimité d'appareils. Surtout qu'il est disponible sur Mac, PC, Android, iOS et encore plein d'autres plateformes. Alors, ne rate pas cette occasion en or. Atlas VPN Premium est à seulement 1,83 € par mois et t'offre en bonus 3 mois gratuits. Clique simplement sur le lien que je t'ai mis en description pour en profiter. C'est une offre à durée limitée, donc vraiment, faut pas traîner les gars. On s'y met vite. La première actualité de la semaine, c'est l'importation du conflit israélo-palestinien ici en Europe et plus particulièrement en France. J'y reviendrai dans ma seconde actualité, mais on a pu voir énormément de manifestations en soutien à la Palestine en France. Plus généralement, c'est ce qu'on appelle la communautarisation du soutien à la Palestine. Et je comprends parfaitement. Ces gens-là s'identifient aux Palestiniens par proximité religieuse. On a pu voir des tweetos comme Rebeu des Terres prendre la défense des Palestiniens ou même les membres du groupe PNL. Maintenant, il faut poser certaines questions sur ce soutien. La famille Free Palestine, mais dans ce truc-là, en fait, le plus grave, c'est surtout que ça fait quand même des dizaines d'années, c'est pas nouveau là, c'est pas un scoop ce qui se passe là. On a l'impression que tout le gouvernement, tous les médias, des gens publics se réveillent aujourd'hui que maintenant, quand il se passe des choses dans un certain sens, alors que ça fait quand même des dizaines d'années qu'il y a des dizaines de milliers de morts là-bas, qu'il se passe des choses très graves. Il n'y a jamais eu aucune médiatisation, jamais aucun message en public, jamais rien du tout. En fait, c'est ça le problème, mais eux, ils font semblant de pas comprendre ce qu'on essaye de dire. Ils essaient de faire croire que nous, on venait pour des choses très graves, etc. Ils font semblant de pas comprendre. Nous, ce qu'on dit tout simplement, c'est que ça fait des dizaines d'années qu'il se passe des choses graves là-bas, que des gens souffrent, enfants, femmes, hommes. Il n'y a aucune médiatisation autour de ça, rien. Télé, médias, journaux, hommes politiques, rien, mais
mais qu'une fois que ça va dans le sens que eux préfèrent, là, des discours, machin, c'est très... Mais vous étiez où, là, depuis 20 ans, 30 ans? C'est comment? Qu'est-ce qui pousse des jeunes musulmans en France et en Occident de manière générale à soutenir la Palestine? Est-ce que c'est le meurtre de 1200 musulmans? Si oui, d'accord. Dans ce cas, pourquoi il n'y a pas eu d'énormes manifestations contre le gouvernement chinois pour les Ouïghours turcophones et musulmans? Pourquoi il n'y a pas une manifestation contre l'Arabie Saoudite, qui opère, lui, pour le coup, un vrai génocide sur les Yéménites en les affamant, 131 000 morts par malnutrition et énormément d'enfants? Pourquoi il n'y a eu aucune manifestation contre l'État islamique, qui a fait des centaines de milliers de morts musulmans? Outre Karim Benzema qui assume parfaitement d'être l'agent du wahhabisme, c'est plus étonnant de voir que la communauté pro-palestinienne en France n'a aucun recul critique sur les événements. Dire, comme l'a fait Daniel Obono, que le Hamas est un mouvement de résistance et populaire. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas qualifié le Hamas de mouvement terroriste? Parce que pour vous, c'est un mouvement de résistance? Oui, c'est nécessaire. C'est un mouvement de résistance, le Hamas? C'est nécessaire d'avoir... Est-ce que c'est un mouvement de résistance? C'est nécessaire d'avoir des clarifications, parce que les mots sont importants. Moi, je vis de clarification, justement. Donc est-ce que c'est un mouvement de résistance? C'est un groupe politique islamiste qui a une branche armée et qui s'inscrit dans les formations politiques palestiniennes. C'est un mouvement de résistance qui a pour objectif la libération de la Palestine et qui résiste à une occupation. Donc c'est un mouvement de résistance. Oui. Oui, c'est un mouvement de résistance, c'est ce que vous pensez. C'est de l'intelligence avec l'ennemi, puisque je rappelle que des Français sont actuellement captifs du Hamas, et surtout, c'est faux. C'est faux. Idriss Aberkan, avec qui je peux évidemment avoir des désaccords, il a été très juste là-dessus. Aux dernières élections en 2006, où le Hamas a été élu, 2/3 de la population de Gaza n'était pas en mesure de voter. Donc le Hamas est élu à 44%, juste au-dessus du Fatah, qui lui a renoncé à la violence et qui reconnaît l'État d'Israël, qui lui récolte 41% des suffrages. Donc on a une élection qui n'est pas démocratiquement représentative et qui, en plus de ne pas être démocratiquement représentative du peuple palestinien, amène en second plan un parti qui a changé, qui a muté pour devenir un parti parfaitement respectable et qui n'est pas terroriste. Donc on voit que le Hamas, qui est le parti le plus financé du spectre politique palestinien, n'est pas représentatif des Palestiniens, mais a fait de la Palestine une espèce d'énorme prise d'otage où tous les Palestiniens subissent ces décisions et les conséquences de ces décisions, à savoir les bombardements israéliens. J'en parlais dans ma vidéo sur ce conflit-là, qui a été par ailleurs interdite aux moins de 18 ans, comme si les mecs de moins de 18 ans n'avaient pas accès aux informations. Bref, et c'est selon moi la raison qui explique que tous les pays arabes, pourtant pro-palestiniens, refusent l'accueil de réfugiés palestiniens parce qu'ils savent que ceux qu'ils financent sont des bombes à retardement et financent le Hamas uniquement pour déstabiliser la région et empêcher les pays d'avoir des relations avec Israël. Et le Hamas le sait très bien, son chef Ismail Haniyeh ordonne des attaques sur Israël, voire des attaques terroristes sur Israël depuis le Qatar. C'est eux, selon moi, le Hamas, les vrais criminels dans cette affaire. Et ce soutien de la communauté musulmane en France au Hamas, ou de manière générale à la Palestine, c'est exactement ce qu'attendent les financiers qataris pour pousser l'idée que la Palestine serait représentative de la maltraitance des musulmans dans le monde. Ça fait partie d'une idéologie sur laquelle les Français musulmans, je trouve, n'ont pas de recul et n'ont pas d'esprit critique. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire, c'est tout ce que j'ai qu'à dire. La deuxième actualité de la semaine, c'est le terrorisme islamique qui continue son petit bonhomme de chemin en Occident et plus particulièrement à Arras, et on en parlera en fin d'actualité, à Bruxelles. Donc je résume cette situation-là. Première histoire, on est à Arras le matin du 13 octobre au lycée Gambetta Carnot dans le nord de la France, et un Tchétchène égorge un professeur de français, monsieur Dominique Bernard. Par ailleurs, juste pour la sémantique, il n'est pas mortellement blessé à la gorge. Autant qu'il n'est pas tué parce que prof. C'est des conneries ça. Il s'est fait égorger par un terroriste qui ne représente absolument pas, je tiens à le dire, tous les couteaux de ce pays. Pas d'amalgame. Pour bien comprendre en quoi cette affaire est, selon moi, symptomatique, il faut déjà commencer par la voir et la décrire objectivement. Je rappelle la très célèbre phrase de Albert Camus, « Mal nommer les choses, c'est ajouter
des fils de pute à une daronne en levrette. Donc, 3 ans après la décapitation de Samuel Paty, rebelote. On nous avait dit qu'il y aurait un avant et un après Samuel Paty. Bon, là, on est un peu dans l'après, je crois. On va parler un peu de comment la famille du terroriste est arrivée, comment elle a été protégée et aidée par les forces du diable pour qu'on comprenne bien qui sont les véritables ennemis. On fera un petit laïus sur la notion d'ennemi en fin d'actualité. La famille Moukochkov arrive en France en mars 2008 et pas dans n'importe quel contexte puisqu'elle est virée de la Russie pour engagement salafiste. Déjà, petite galère, les Russes disent cette famille nous fait peur et de base, la société russe fait peur, c'est te dire le degré de dangerosité de la famille. Et cette famille reconnue salafiste se dit putain, quel pays de fils de pute pourrait bien accueillir des dangers publics comme nous? Oh! La baguette de France. Déjà, pour moi, il y a une galère de penser que la France pourrait accueillir ça. Bref, du coup, la famille arrive en France et leur demande d'asile est refusée par l'OFPRA la même année, en 2008. Pas de galère, ils se tournent vers la Cour nationale du droit d'asile 2 ans plus tard. 2 ans, hein. La Cour nationale déboute la famille aussi. Ils reçoivent une obligation de quitter le territoire en 2011. Ils se torchent évidemment le cul avec. En 2013, il y a une autre obligation de quitter le territoire et là ils se disent ok, ça commence à être sérieux. Du coup, cette deuxième OQTF va être utilisée pour caler la table de la salle à manger, selon toute vraisemblance. On est en 2014, la Russie accorde un laissez-passer consulaire pour le rapatriement de la famille vers la Russie, et pendant leur rapatriement, il y a une lettre qui est envoyée au directeur du centre de rétention où la famille attend son avion, qui explique, je cite, « Sur instruction ministérielle, nous vous demandons de libérer immédiatement la famille. » On se met à la place de la famille, hein. Ça fait 6 ans qu'ils nous pissent à la gueule et le ministre envoie une lettre pour leur dire « Beau taf d'enculerie des Français, on prend le relais, on sait comment faire. » Charlotte Dornelas, ma copine Charlotte, a une très juste analyse selon moi là-dessus et elle pointe la responsabilité de 3 forces antinationales. L'assistance juridique déléguée, donc quand un migrant n'est pas d'accord avec une loi française, la France lui offre une assistance juridique. Pourquoi pas? Autant donner Roissy à Abdeslam, direct, ça évite la paperasse. Ensuite, on a les associations de protection des migrants, en l'occurrence le MRAP et le Parti communiste qui a œuvré activement à ce que la famille reste sur le sol français malgré un frère condamné pour terrorisme et un père qui frappe sa femme. Il est très froid quand on lui disait bonjour, il répondait plus. Et jusqu'au jour qu'il a frappé, il frappait sa femme. Des bagarres dans les escaliers, il lui tirait les cheveux, lui donnait des coups de pied. Après, il se barrait, il allait à l'ascenseur. Moi, j'étais sur le palier, j'entendais hurler, j'allais sur le palier. Ça, on l'a fait constater par la police. Il y a la gendarmerie qui est venue, quoi. Les policiers sont venus. Quand même un jeune qui a vu de la violence avec son père. Quand ils étaient jeunes, le père les obligeait les 3 garçons de se battre. Mais ils se battent à 100, hein. Le Parti communiste, il a vu la famille et il s'est dit « Oh, hé, et toi, t'es une chance pour la galaxie de l'univers observable. Viens par ici que je te suce. » On peut voir l'expression de cette fellation avec ce communiqué du Parti communiste français pour que la famille arrête d'être persécutée. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Comment te dire qu'au moment de l'attentat du prof, les communistes ont fait la gueule. Totalement responsable en fait ces mecs. Et enfin, évidemment, on a le monde politique qui s'est assis sur tous les refus administratifs d'accueil de cette famille au nom d'une circulaire chelou qui explique que si la famille a un enfant scolarisé, la famille doit rester. En même temps, quand tu mets 56 siècles à expulser une famille, à un moment donné, évidemment, ils font des gosses. C'est normal, c'est la nature. Et c'est aussi pour ça que Dominique Paty, la sœur de Samuel, explique que si la mort de son frère avait servi à quelque chose, monsieur Dominique Bernard serait encore là. Et quand une sœur d'un mec décapité te dit ça, tu regardes tes pompes. Alors, est-ce que la mort de mon frère a servi à quelque chose? Bon, comme vous le savez, si ça avait servi à quelque chose, peut-être que monsieur Dominique Bernard serait encore là. Donc je pense qu'effectivement, les mesures n'ont pas du tout été prises puisque l'affaire de mon frère n'a absolument pas été analysée. Et aussi, donc rien à voir avec cette attaque-là, enfin rien à voir, on verra que si, mais il y a une autre attaque, qui est une attaque de grande ampleur à Bruxelles, où un terroriste s'est mis à fumer des Suédois. Alors pour le coup, c'était des vrais Suédois, il s'est pas tué tout seul, il a fumé des vrais Suédois. Il a tué dans la rue, il a vu un Suédois, tiens, t'es blond, pff,
Voilà, c'est comme ça que c'est passé. Donc ce mec-là avait évidemment prêté allégeance à l'État islamique. En cause, on sait pas très bien, mais un migrant irakien qui avait brûlé un Coran en Suède. Et du coup, le mec s'est dit, il faut que je tue tous les Suédois. Va falloir énormément de ressources intellectuelles pour la France insoumise pour excuser cet attentat, sachant que la Suède n'a jamais de sa vie colonisé l'Afrique et qu'elle a ouvert son cul à l'immigration depuis 10 ans. Bref, j'ai aussi envie de rajouter à ce tableau morbide quelque chose. C'est sur la notion d'ennemi. Parce que cette même semaine, on a eu une autre forme de terrorisme, qu'on pourrait appeler un terrorisme du quotidien, à Argenteuil, en Seine-et-Marne, le samedi 14 octobre. Vous savez ce que c'est, hein, pas la peine de dire son nom, Samir, voilà. Il s'introduit dans la chambre d'une grand-mère et il la viole. Voilà, on pense qu'il en viole une seconde dans la même journée. Quelques heures après, une des deux grand-mères, 94 ans la mamie, elle meurt. Elle canne. Il l'a tellement violée qu'elle en est morte. Voilà. Et on a aussi eu, le même jour ou le lendemain, je crois, une Anglaise qui a été violée au pied de la Tour Eiffel par un déséquilibré, donc sans doute du déséquilibristan. On y passerait la nuit si on devait tous les énumérer, mais ces affaires-là, toutes ces affaires que je viens de mentionner dans cette actualité, m'amènent à deux choses que je voudrais partager avec vous. Déjà, on se trompe d'ennemi. Et là, vous vous dites, quoi, mais non, on sait qui est l'ennemi, on sait qui nous adresse, qui viole nos fils et nos compagnes, enfin bref, je sais que vous savez qui c'est. Mais c'est pas important, je m'explique. On a sur notre sol des gens qui sont nos ennemis, de fait, qui n'ont pas les mêmes valeurs que nous, on l'a vu, qui n'ont pas les mêmes martyrs que nous, on le voit aussi en ce moment, et qui nous méprisent. Et qui méprisent ce qu'on est. On ne pourra jamais en faire des alliés. Et on ne peut même pas cohabiter avec. Mais l'ennemi par essence, il ne change pas. Il est et il restera notre ennemi. Donc faut pas se focaliser sur l'ennemi et s'étonner que l'ennemi agisse en tant qu'ennemi de la nation. J'ai envie de dire, c'est normal qu'un ennemi veuille notre mort. C'est le principe. On ne pourra jamais changer la nature de l'ennemi. Dans la guerre de libération ou dans la guerre de 14, les mecs étaient pas en mode oh, c'est marrant, les Allemands nous tirent dessus. Non, ils s'organisaient contre cet ennemi qui leur tirait dessus. Et je pense que dans le conflit qui vient, la priorité, ça va être de se focaliser sur ce qui a rendu possible la venue sur notre sol de cet ennemi, les traîtres. Ce biais cognitif qui vise à se focaliser uniquement sur l'ennemi et complètement délaisser l'environnement qui a permis à cet ennemi de venir, c'est expliqué par Brett Silverstein et Catherine Flembaum dans la revue des questions sociales, volume 45 de la page 51 à 72. Parce qu'on me dit que je cite pas assez mes sources. Je mets l'article dans la description, mais il est très chiant à lire, hein, donc je vous l'ai résumé là. Et j'en viens à mon deuxième point. J'étudie l'actualité depuis maintenant 3 ans. Et je commence à me poser sérieusement la question de la partition. Une partie de l'immigration qui est en France est venue dans notre pays sous le paradigme libéral et capitaliste. À savoir, cette migration n'était rien d'autre que des travailleurs, donc qui n'avaient pas de culture, pas de communauté, pas de religion et pas de valeurs, qui étaient juste là pour bosser. Sauf que on se rend compte 40 ans plus tard qu'en fait, ils avaient un bagage culturel, premier élément, et que ce bagage culturel était radicalement opposé au nôtre. Et j'ai envie de dire, c'est normal, les individus ne sont pas interchangeables, et tant mieux, c'est l'histoire de l'humanité. Sauf que aujourd'hui, on se rend compte qu'on ne pourra jamais faire de ces gens des Français. C'est comme ça, il faut se rendre à l'évidence. Le fossé qui sépare nos deux communautés est trop élevé. Alors on dit, oui, c'est une minorité. Franchement, je sais pas. Quand tu rigoles pendant une minute de silence sur un prof égorgé, que tu dis à 10 ans que tu ne ressens rien quand on parle du sujet, que tu violes des grands-mères dans un hôpital, que tu mets à 74% la religion avant la nation et à 54% la charia avant la loi, on ne peut pas vivre ensemble. C'est mathématique. Et encore une fois, pour pas qu'on comprenne mal ce que je dis, je juge pas. C'est parfaitement compréhensible de mettre la religion avant la nation. La France l'a fait pendant très longtemps. Je dis pas que la France c'est mieux, hein, que nous on est laïque, du coup on est plus intelligent. Je dis pas ça. Je dis juste que on est différent. Et on est trop différent. Et on ne pourra jamais vivre ensemble. La question c'est maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On peut pas réémigrer tous ces gens-là. C'est pas possible. Une des solutions, ce serait de vivre séparément, par communauté, la communauté française et les autres. Ce qui est en soi déjà le cas, mais ce serait de l'inscrire dans nos lois, d'avoir des lois pour les Français et que les autres, ceux qui veulent pas vivre sous ces lois-là, fondent leur État avec leurs lois, leurs principes, mais que ces deux communautés n'interfèrent pas. Et encore une fois, une partition ne se fait pas forcément dans la douleur et dans la violence. C'est juste deux communautés qui comprennent qu'elles n'ont rien en commun. Sur Twitter, je vous ai posé la question, est-ce que vous êtes pour la partition? Et vous étiez plus de 80
90% à la souhaiter. Donc, si vous pouvez prendre un peu de temps, 10 ou 15 secondes, pour me dire votre point de vue sur cette notion de partition en commentaire, ce serait génial. Putain, c'est génial! Je vous laisse le faire. Et c'est la grosse actualité de la semaine, le journaliste Vincent Lapierre insulté de « sale blanc de merde » en pleine interview. Oui, vous avez bien entendu, sale blanc de merde. Je te connais pas. Mais vous savez même pas, je te connais pas, je parle. Laisse-le mettre le feu, C'est un blanc de merde, je te dis. Sale blanc de merde. C'est un blanc de merde, je répète. Mais ça, c'est pas raciste. Je dis blanc de merde. Ah oui, c'est des gros menteurs. Il est là, le mec, tu cherchais le malin. Il est là, non, la police. Vincent Lapierre, c'est un journaliste dont le taf est d'aller titiller un peu les passants sur des sujets d'actualité. C'est bon enfant, moi personnellement j'aime bien, mais il y en a d'autres qui aiment pas. Et c'est nos amis de la démocratie. Et ce week-end, notre Vincent National partait en micro-trottoir sur le sujet du conflit israélo-palestinien. Sujet brûlant. Et il croise des jeunes apparemment soutiens des Palestiniens. Évidemment, il y a embrouille, il y a menace physique, et là Vincent Lapierre et son cadreur Thilou, que je salue, se font insulter de sale blanc de merde. Vous avez bien entendu, sale blanc de merde. Donc en France, on a le droit d'agresser des journalistes, pas cool pour la démocratie, et de dire sale blanc de merde. Et pourquoi cette actualité elle est importante? C'est pas le fait que des colons agressent des Français en pleine rue. Qui plus est lorsqu'ils sont journalistes. Ça, j'ai envie de dire, on est habitué. Ce qui est important, c'est que ces personnes-là, qui nous agressent, ont intégré un discours progressiste américano-français qui vise à encourager l'insulte raciste quand elle est tournée contre ce qu'ils ont défini comme l'oppresseur principal, à savoir le blanc. Je rappelle la définition du racisme, qui est en fait une double, voire une triple proposition intellectuelle. On attribue de la négativité basée sur la race, on associe une couleur de peau blanc à sale et à merde, on déshumanise la valeur et la dignité d'une personne en raison de son appartenance ethnique qu'elle n'a pas choisie, et si on dit sale blanc de merde, c'est qu'on se sent autorisé à le faire. Et c'est ce dernier point qui est très important. Je suppute rien, mais il semblerait que cette dame qui insulte Vincent Lapierre soit pas une chercheuse au CNRS ou une ingénieure en neurobiologie appliquée. Mais je peux me tromper. On va parler de sociologie. Et il y a 4 concepts dans cette affaire qui sont importants selon moi. La socialisation, l'hégémonie, le discours dominant et la désinhibition sociale. Une personne qui dit sale blanc de merde, mais on peut élargir ça à toutes les agressions contre les Français de souche blancs, cette personne-là a inconsciemment été sociabilisée au racisme contre nous. Ces gens-là ont intégré inconsciemment qu'il était légitime de nous détester. Je vous en parlais de ma vidéo sur le système de valeurs au Japon. La société produit un système de valeurs et l'individu les intègre. En l'occurrence, les blancs, paradoxalement dominants dans la société, enfin dans la lecture progressiste, sont une race inférieure. Et là vous allez me dire, mais Georges, comment la société légitime cette idéologie anti-blanche? Très bonne question et très bonne transition. Merci, de rien, je t'aime. Quoi? Et c'est la transition vers mon second point, qui est l'hégémonie culturelle. Les structures et les institutions dominantes vont corroborer et donner une assise intellectuelle à des discours racistes anti-blancs. Et là évidemment, on pense au CNRS et aux études sur la blanchité de Sciences Po. Tous les mémoires aujourd'hui de Sciences Po parlent du fait que les blancs sont des enculés. C'est comme ça, c'est la production intellectuelle de notre pays. Parce qu'on a l'impression que c'est 4 fils de pute dans un bureau et que ça n'a pas d'impact, ce genre d'études, alors que c'est peut-être 4 fils de pute dans un bureau, mais ils permettent une légitimation, soi-disant intellectuelle, à la détestation des blancs. Et là, vous allez me dire, ok, il y a des gens qui nous détestent, ok, il y a des structures dominantes qui légitiment intellectuellement la haine contre nous, mais comment, Georges, ces idées se diffusent dans notre société? Bonne question, et c'est mon troisième point. Une fois que ce discours est légitimé par la classe dominante, via des études faussement scientifiques et sociologiques, il devient un discours dominant qu'on va retrouver à la télévision, à la radio, sur Internet et dans tous les canaux de diffusion de la classe dominante. Et là, Michel Foucault, qui n'était pas qu'un pédophile mais qui était aussi un sociologue, a un concept intéressant qui est celui de la formation discursive. En gros, ce qu'on dit, c'est pas seulement ce qu'on dit, c'est aussi le produit d'un formatage intellectuel par la classe dominante. Donc quand la fille dit sale blanc de merde, elle a intégré que c'était toléré de dire sale blanc de merde. Et enfin, dernier point de ma démonstration,
Ok, cette dame déteste les blancs. Ok, la société transmet le racisme anti-blanc aux médias dominants qui vont influencer cette dame pour légitimer son discours. Mais comment expliquer la passivité des gens autour lorsqu'elle dit cette insulte-là? Mais c'est très simple. Il y a une complicité passive de tout le monde à ce discours. Tout le monde a inconsciemment intégré la détestation des blancs. Le travail médiatique et intellectuel de la classe dominante a pénétré tout le monde. Et là, vous allez me dire, oh mais non, Georges, là, t'abuses. Ah bon? Pour prouver toute ma démonstration, imaginons l'inverse. Imaginons qu'un journaliste noir se fasse traiter par un blanc de sale noir de merde, par un passant. Tout le monde aurait condamné. Et tout le monde se serait positionné contre le racisme. Et tout le monde aurait justifié le lynchage de ce blanc. Et même au-delà, tout le monde aurait vu dans cet acte raciste le reflet d'une société française raciste. Voilà, il est permis et justifié de nous détester comme l'a montré cette dame que je ne salue pas. Franchement, je te salue pas. Soutien à Vincent Lapierre et pas impossible que vous le retrouviez sur cette chaîne. Hein, mon Vincent? Et c'est l'actualité un peu bonus de cette semaine. Le leader du groupe antifasciste Raphaël Arnaud souhaite mettre une balle dans la tête à Alice Cordier. J'imagine que vous connaissez Mila, c'est la fille qui avait critiqué la religion que tu dois pas critiquer si tu veux rester en vie. Bah cette Mila, sachant qu'elle est menacée par des islamistes aussi, se dit qu'un prof égorgé par un islamiste mérite un peu de compassion. Il y a une petite proximité entre les deux. Du coup, elle se rend à un rassemblement apparemment dédié à ce professeur qui s'est fait égorger, et des militants Antifa la reconnaissent, notamment un militant qui travaille au CNRS. Tiens donc, est-ce que ça vient pas prouver ce que j'ai dit sur le discours dominant? Bref, et autant te dire que d'un côté, on a les Antifa et les islamistes, et de l'autre, on a Mila, toute seule. Donc Mila se fait insulter par les Antifa de putain, d'islamophobes, de racistes, enfin bref, des noms d'oiseaux. On nage en plein délire, hein. On est sur une manifestation de soutien à un professeur tué par un islamiste, et on vire une fille parce qu'elle est islamophobe. Donc, déjà, on apprend que les Antifa protègent les islamistes en ayant les mêmes ennemis, mais ça, on le savait déjà. Quand le numéro 2 de la jeune garde est proche de Raphaël Arnaud, le leader Antifa, a quitté le mouvement Antifa pour rejoindre Boko Haram, on n'est pas étonné de voir des guerres de gauche servir de paillasson à l'islamisme. Par ailleurs, je l'ai démontré dans cette vidéo, mais c'est les communistes qui sont responsables de l'attentat qu'il y a eu à Arras, ayant milité pour que la famille du terroriste reste en France. Communistes dont le service d'ordre est composé majoritairement d'Antifa. Donc la décence voudrait que les Antifa fassent profil bas dans ce genre de situation. Non, eux ils connaissent pas le profil bas. On est un peu étonné de voir le peu de considération que ont les Antifa pour les femmes. En général, je sais pas, une fille tu l'insultes pas, tu la molestes pas. Au pire, si t'es pas d'accord avec elle, tu débats avec. Qui plus est quand la fille est sous protection policière. T'as un peu de compassion. Mais est-ce qu'on est étonné par la misogynie des Antifa, notamment à Lyon? Pas des masses, hein. Quand t'agresses sexuellement des militantes féministes dans le métro de Lyon, c'est pas la petite Mila qui va passer à côté. Bah oui les gars, cette histoire on la connaît tous, hein. Et je préfère me couper une couille plutôt que ma fille se retrouve coincée dans l'ascenseur avec des détraqués sexuels dans votre genre. Et oui. Bref, et ce Raphaël Arnaud, donc le chef Antifa à Lyon, se retrouve à parler avec Mila. Et ce Raphaël Arnaud aborde le sujet du collectif Némésis et d'Alice Cordier, ma pote Alice Cordier. Et il dit, je vous mets les extraits. Bouffonne d'Alice Cordier là qui repartage les Kurdes, moi je dis j'ai un conseil à lui donner, qu'elle vienne là-bas là, et vers les Kurdes. On va lui mettre une balle dans la tête, c'est tout ce qui va se passer. Et Némésis, tu les soutiens? Je soutiens certaines de leurs idées. Voilà, et l'action française et tout, nickel quoi. C'est-à-dire qu'il y a des terroristes qui sortent de ces organisations, donc ça pose pas de problème. Non, il n'y a pas de terrorisme. Il n'y a pas de terroristes? C'est ça ah ouais votre problème. C'est ça votre problème. Bouffonne de racisme. Alice, on va lui mettre une balle en pleine tête. Pardon, j'ai pas suivi. Tu veux mettre une balle en pleine tête à Alice? Et c'est ce groupe-là qu'on invite à l'Assemblée pour parler du terrorisme d'extrême droite? C'est ce groupe-là? Des individus, en avez-vous d'autres? Et enfin, Raphaël Arnaud, vous avez été, je crois, la cible d'un groupuscule d'extrême droite à Lyon dernièrement, où des individus sont venus en bas de votre domicile scanter des chants et menaces. Diriez-vous que pour un militant qui se bat contre les extrêmes droites violentes aujourd'hui, il y a un risque, une grande difficulté? Craignez-vous pour votre intégrité? Et l'État vous a-t-il proposé une protection policière? Qui joue à touche zizi avec la France Insoumise pendant les universités d'été? C'est ce groupe-là? Et c'est ce groupe-là qui se revendique féministe? Des mecs qui veulent foutre des balles en pleine tête à des meufs parce qu'elles ont osé dire « j'en ai un peu marre de me faire violer ». C'est ça vos féministes à vous? C'est des mecs qui mettent des balles en pleine tête à des meufs? Quoi le délire? L'avantage de cet extrait, c'est que maintenant on sait que les méthodes des islamistes sont aussi les méthodes des Antifa, à savoir violer ou buter des femmes quand elles sont considérées comme des ennemis. À noter que ce groupe Antifa
comme je l'ai dit, est très proche de la France insoumise, de Louis Boyard, le tueur de communistes, et de Carlos Bilongo, le miskin de Nanterre. Dans les pubs. Combien sont-ils à savoir qui est sur ces BPM résistants Highlander? Dans la vie. Raphaël Arnaud, qui est par ailleurs pion dans un lycée à Vaux-en-Velin. Alors moi j'ai une petite question, une balle en pleine tête, c'est quel genre d'approche d'éducation? C'est plus behavioriste? C'est cognitiviste? C'est humaniste? Faut m'expliquer là. Par ailleurs il explique que certains terroristes sortent d'organisations comme l'Action Française. Franchement je sais pas, ils ont pas fourni beaucoup de soldats à Boko Haram eux. À ce propos je passe le bonjour à mon pote Antoine, je sais, il faut qu'on s'appelle. Je viendrai bientôt te voir, toi, ton Maine Coon et ta dépression. Le phénomène web de la semaine, vous l'aurez compris, on va un peu rigoler, c'est cette sœur qui a foutu un énorme plaquage à un espèce de zadiste chelou. Si on l'avait eu face au Springboks, elle, je peux te dire qu'on serait en demi. Merci à tous d'avoir suivi cette revue d'actualité. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, surtout à vous abonner à la chaîne de Georges. C'est très important pour le rythme. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et je vous dis à dimanche. Concept surprise. Vous allez voir, vous allez bien rigoler. Prenez soin de vous et de vos proches. Vive la France et vive ce qu'il en reste. Donne-moi ton avis sur ce que j'ai dit dans la vidéo en commentaire. Ça me fait super plaisir. Et à très vite pour de nouvelles aventures. Bad time, les gars. Toi, c'est important. Important pour le référencement. N'hésite pas à t'abonner.